Bonjour à tous. Les Colibris m'ont sollicité pour vous parler de sociétés d'habitat participatif au sens de la loi Allure. Alors, ce que je vous propose qu'on regarde ensemble, c'est d'où viennent ces sociétés, comment est-ce qu'elles fonctionnent, ce qu'elles apportent de nouveau dans le paysage juridique français et comment les groupes peuvent s'en emparer aujourd'hui pour les mettre au service de leurs projets d'oasis, d'habitat participatif. Les sociétés d'habitat participatif ont été créées par la loi Allure qui a été approuvée en 2014. Cette loi a été portée par la ministre du Logement de l'époque, Cécile Duflot, et elle est venue reconnaître en fait un travail réalisé depuis de nombreuses années par les groupes, par les associations qui se reconnaissent dans le mouvement de l'habitat participatif. La loi traduit assez bien la diversité du mouvement de l'habitat participatif à travers deux sociétés. D'une part, les coopératives d'habitants et d'autre part des sociétés dites d'attribution et d'autopromotion. Alors, qu'apporte la loi et en quoi consistent les nouvelles sociétés proposées? Le premier mérite de la loi Allure, c'est d'avoir proposé une définition de l'habitat participatif. Dans son premier article, elle indique que l'habitat participatif est une démarche citoyenne. Elle précise également que les habitants doivent participer à la définition et à la conception de leur logement, ainsi que des espaces destinés à un usage commun. Et cela dans une logique de partage et de solidarité entre les habitants. Cette définition, elle a été travaillée avec l'ensemble des acteurs du mouvement et elle est fondée sur une notion importante qui est la notion d'usage. On peut dire que de ce point de vue-là, ça identifie clairement le champ de l'innovation de l'habitat participatif. Et ça met bien en valeur un enjeu qui est celui des espaces collectifs. Alors, examinons tout d'abord la coopérative d'habitants. Les coopérateurs ont en fait un double statut. D'abord celui de locataire, puisqu'ils versent une redevance mensuelle, et ensuite celui d'associé, puisqu'ils ont des parts dans la coopérative. Le financement du projet est assuré par la société coopérative qui lève des fonds à travers un emprunt qui couvre environ 80% du coût du projet. Les 20% restants correspondent aux apports des coopérateurs qui contribuent. Une fois que le projet est livré, la coopérative rembourse les prêts grâce aux redevances qui sont versées chaque mois par les coopérateurs et elle constitue aussi des provisions financières pour faire face à ses obligations de propriétaire, le paiement de la taxe foncière bâtie, différentes charges de fonctionnement de l'immeuble, des provisions pour grosses réparations, la gestion des situations de logements vacants ou d'impayés. La gouvernance de la société est démocratique, une personne égale une voix, et elle est déconnectée de la surface des logements ou du nombre de parts sociales détenues par le coopérateur. Comme le plan de financement initial de la coopérative intègre des provisions pour grosses réparations, les décisions de travaux n'entraînent pas de nécessité de réinvestir individuellement pour le coopérateur. À son départ de la société, le coopérateur pourra récupérer son apport initial actualisé au coût de la vie. Et il peut aussi, selon les cas, récupérer une partie de ses redevances appelées parts acquisitives. Ce système permet à toute personne d'entrer dans une coopérative indépendamment de ses capacités d'emprunt individuel. Certaines personnes peuvent aussi contribuer au projet en réalisant par exemple des travaux eux-mêmes et ce sera converti en parts de société. Examinons maintenant les sociétés d'attribution et d'autopromotion. Ce modèle est plus classique puisqu'il se rapproche d'une accession à la propriété. Dans ce cas, les familles associées doivent apporter l'intégralité des fonds qui vont permettre de couvrir le coût de construction de l'immeuble. Le plus souvent, cela se fait grâce à des prêts individuels. Une fois que l'immeuble est construit, la société peut ou non perdurer pour gérer cet immeuble. Les logements sont attribués à chaque famille en fonction des parts qu'elle possède dans la société. Il est possible de choisir une attribution en jouissance. Cette attribution dite donc en jouissance permet à chacun d'occuper son logement en tant qu'attributaire, mais c'est la société et donc l'ensemble des associés qui restent collectivement propriétaires de l'immeuble. Et dans ce cas, lorsqu'un des associés souhaite quitter son logement, il vend bien des parts de société et il est libre de fixer le prix de revente de ses parts avec le nouvel acquéreur, mais ce nouvel acquéreur devra être agréé par les autres associés de la société d'attribution et d'autopromotion. Un point intéressant à noter pour les deux sociétés, le législateur a prévu la possibilité
d'associer un organisme HLM jusqu'à hauteur de 30% des parts de la société. Je voudrais attirer votre attention maintenant sur le fait que la loi Allure a cherché à créer un contexte de sécurité juridique et financière pour les groupes d'habitat participatif. Comme on est dans l'innovation, il y a eu besoin de proposer 3 garde-fous. Le premier, c'est une responsabilité limitée. Donc les associés de ces deux sociétés ne peuvent pas répondre des dettes au-delà de leurs apports, des apports qu'ils ont faits dans la société. Deuxième garde-fou, un objet immobilier défini. Chaque société comprend uniquement une opération de construction et dans un seul et même programme. Enfin, troisième garde-fou, la loi a rendu obligatoire une garantie d'achèvement. Et donc la façon dont ça a été rédigé, c'est que chaque société doit justifier avant tout commencement de travaux d'une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Et les modalités de cette garantie ont été définies dans un décret. Alors aujourd'hui, c'est la question que vous devez vous poser, les groupes peuvent-ils s'emparer de ces nouveaux statuts pour mener à bien leur projet? La réponse est oui, si vous êtes dans un projet d'Oasis et que ces statuts vous intéressent. Le plus simple, c'est de faire appel à des professionnels qui pourront vous accompagner dans la rédaction des statuts. Naturellement, un certain nombre de notaires ont commencé à travailler sur ces sujets-là et les groupes qu'ils accompagnent peuvent échanger entre eux un certain nombre d'informations sur ces sujets. Concernant la société d'attribution et d'autopromotion, donc tous les décrets sont parus, mais il manque encore un arrêté ministériel qui est en cours de rédaction. Alors, sur le contenu de la garantie d'achèvement, notons qu'elle doit pouvoir concerner 2 aspects. Elle couvre soit la défaillance d'un associé en cours de projet, soit la défaillance d'une entreprise durant le chantier. Pour la coopérative d'habitants, là aussi, tous les décrets sont parus et le statut est donc fonctionnel. Mais il y a des questions qui se posent sur les modalités de financement de ces types de sociétés et des prêts auxquels elles pourront accéder. Pour conclure, pour accompagner l'appropriation de ces nouveaux statuts, la Coordination a proposé et propose la création d'un observatoire au sein duquel pourront être capitalisées les expériences de tous ceux qui veulent bien contribuer. Alors n'hésitez pas à partager vos démarches dans ce sens avec nous et à faire fructifier ces nouvelles sociétés. Merci pour votre attention.